Eh bien, nous avons Carole Théodore sur le plateau et Carole, elle est sexothérapeute. Et là, le sujet, c'est comment se remettre d'une rupture et construire ou reconstruire sa vie. Bonjour Carole. Et bonjour. Comment ça va? Super, merci. Alors bienvenue sur le plateau. Alors déjà, on va parler de ton métier. Comment ça se passe? C'est quoi ton rôle exactement? Alors, moi, en tant que thérapeute, je reçois une clientèle en cabinet ou en consultation en ligne également, en visio notamment. Donc, je reçois des personnes qui viennent souvent en souffrance, donc liées à des troubles sexuels ou un mal-être général en fait qu'ils éprouvent dans leur vie. Voilà. Alors on parlait là en particulier parce qu'il y a plein de sujets à aborder, on le sait, mais là c'est comment se remettre d'une rupture pour reconstruire sa vie. Alors c'est vrai que quand on a un souci de cet ordre-là, surtout par les temps qui courent avec le confinement, ça pose quand même beaucoup de problèmes. Les gens savent plus trop comment exister en fait dans le couple et comment effectivement arriver à atteindre une entente en fonction des éléments perturbateurs autour et de toutes les angoisses de chacun, de travail, des enfants s'il y en a, etc., etc. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, par exemple, comment on peut se remettre d'une rupture amoureuse? Eh bien, en mangeant beaucoup de chocolat, des chocolats d'Aline, chocolat corse. Non, on va s'apporter beaucoup de douceur, évidemment. Y a tout un processus, en fait, pour se remettre d'une rupture amoureuse. On va d'abord passer par plusieurs émotions. Donc, on va accueillir les différentes émotions qui nous traversent. Souvent, ça va commencer par la colère, l'incompréhension, le rejet. Donc, cette colère, va falloir accueillir cette colère et puis pouvoir l'extérioriser. C'est important de ne pas la garder en soi. Alors comment on l'extériorise? On fait de la boxe thaïlandaise par exemple? Par exemple, on peut effectivement à travers des activités sportives se défouler. On peut aussi à travers le chant, poser sa colère, exprimer sa colère à travers la voix. On peut crier dans la nature tout simplement. On peut écrire aussi, on peut poser des mots. On peut par exemple écrire une lettre à la personne qui nous a quittés, et lui dire tout ce qu'on ressent, et puis, mais sans forcément lui envoyer. La garder pour soi. La garder ou la brûler ou la poster, mais sans le timbre, voilà. C'est important, voilà, vraiment d'extérioriser ses émotions. Donc après, il peut y avoir la tristesse qui arrive, il y a plusieurs phases, et puis c'est important aussi de se cajoler, pourquoi pas de se réunir aussi auprès de nos proches, de trouver du réconfort, de la tendresse auprès des siens, des amis, de la famille, etc. Ne pas rester seul. On a besoin, comme un enfant, un temps, de se sentir dans cette souffrance et d'être pris en charge quelque part, pour pouvoir, reprendre un petit peu d'oxygène, un petit peu de confiance aussi, parce que c'est vrai que c'est une expérience qui peut être très très douloureuse, la séparation amoureuse. Ça va toucher à tout ce qui est estime de soi, confiance en soi. Donc ça peut être vraiment très très violent. Donc c'est important de ne pas rester seul. Mais c'est important aussi à un moment donné, quand on a repris un petit peu de souffle à travers l'extériorisation de nos émotions et à travers aussi le contact chaleureux de ses proches, c'est important à un moment donné vraiment de reprendre les rênes en fait, de sa vie, de ses émotions, de ce qu'on traverse et de se responsabiliser. C'est-à-dire que il va être fondamental de se retrouver seul pour pouvoir regarder ce que l'on souffre, ce que l'on ressent en face. On va surtout pas mettre un mouchoir. On va pas. Il faut la penser, cette plaie. Il faut la guérir avant de la penser. D'accord. On va pas la laisser pourrir. Donc on va regarder ses émotions en face et on va les laisser nous traverser. C'est hyper important. Et puis progressivement, on va se remettre sur pied. De toute façon, on meurt rarement d'amour. C'est quand même. Mourir d'amour. Mourir d'amour, on meurt intérieurement, quelque part, c'est une petite mort. On a l'impression qu'il y a une partie de soi qui nous échappe. C'est comme
peut-être des pièces de puzzle qu'il faut réunir après. Donc voilà, en tout cas. Une chose c'est important, hein. Et une chose qui est importante là-dedans, eh bien, c'est le manque. Alors le manque, c'est comme une drogue, et c'est ce qu'il y a de pire, je crois aussi dans les séparations amoureuses. On en a tous vécu, on en vit tous. C'est ce manque, ce besoin de toucher, ce besoin de retrouver la personne, cette espèce d'addiction. Il y a une addiction. Est-ce que c'est pas la première drogue existante, ça, l'amour? En fait, ce sentiment de dépendance, il est lié à un sentiment très primaire, hein, celui du bébé au contact du sein de sa mère. Un bébé, un enfant qui est dépendant de sa mère. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui se rejoue à ce moment-là. Cependant, c'est important de conscientiser que nous ne sommes plus un enfant vulnérable. Tu n'es plus cet enfant vulnérable. Tu es devenu un adulte responsable, en pleine possession de ses moyens, qui n'est plus dépendant du sein de la mère. Et ça, c'est très important de se rappeler ça. Même si on souffre et qu'on a le droit d'être victime, de se sentir victime et de jouer les victimes le temps d'être cajolé, mais il faut très vite sortir de ça. On reste pas là-dedans. Voilà. Donc, il faut s'occuper de soi. Donc, en deux mots, si j'ai compris ça, il faut s'occuper de soi, il faut redevenir soi-même, il faut prendre sa vie en main, ne pas être dépendant affectif, c'est la pire des choses. C'est dur pour les uns, c'est dur pour les autres. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, bien sûr. En fait, il faut faire un retour sur soi. Il faut apprendre vraiment à devenir autonome. Et c'est ce qu'on apprend en thérapie, hein, aux personnes qui viennent nous voir en tant que thérapeute. On replonge dans leur histoire rapidement, hein, sans faire 15 ans de psychanalyse, mais voilà, on replonge un petit peu dans l'histoire pour comprendre l'histoire du sujet, pour comprendre pourquoi il en est là aujourd'hui, et ensuite on vient l'aider, le guider à trouver des solutions en lui. En fait, on a vraiment toutes les ressources en soi. L'amour que l'on ressent pour quelqu'un, en fait, c'est l'amour que l'on a en soi. En réalité, on est comme deux prises indépendantes. C'est Isabelle Padovani un jour qui a dit ça et j'ai trouvé ça extraordinaire. On est en fait chacun comme des prises, en fait, mâle, femelle. Et quand on se connecte, on connecte les prises. C'est là où on sent en fait l'amour circuler, cette énergie qui circule. Mais en fait, les deux prises sont amour. Et pourquoi souvent on a besoin de l'autre pour sentir cet amour? C'est parce que on a le sentiment d'être dissociés, d'être séparés les uns des autres, alors que non, pas du tout. On n'est pas du tout séparés les uns des autres. Et quand on se relie les uns avec les autres, là on se sent vivant, on se sent plus vivant, on sent cet amour circuler. Mais en réalité, on est cet amour-là. C'est un coefficient démultiplicateur, le fait de voilà, exactement. Mais cependant, cette énergie, elle vient de chacun d'entre nous. Donc c'est important de retrouver cette autonomie. Et voilà, ça se fait pas à pas. Mais il y a des prises de conscience, c'est un processus de prise de conscience. Mais c'est véritablement un retour sur soi. C'est important de prendre soin de soi, de rétablir son estime de soi, sa confiance en soi, de remettre de la joie dans sa vie à travers voilà, des activités très simples dans le quotidien. Et puis, c'est important aussi de se refaire une santé physique, hein, parce que ça affaiblit énormément. Et quand on a remobilisé toute cette énergie, eh ben, on peut se fixer un nouvel objectif. Voilà. C'est important de toujours se dire, OK, je sors de cette crise, qui est un petit peu aussi une crise existentielle, hein, quand même, la rupture amoureuse. Et donc, c'est important de se fixer un nouvel objectif, se dire, OK, maintenant que je suis requinquée, il faut que je me reprenne en main. Quel objectif je peux me fixer pour se donner une ligne de conduite et voilà, remobiliser cette énergie. Et même, je dirais même plus, même quand vous êtes en couple, il faut le faire pour éviter cette rupture. Parce que c'est un petit peu ça, en fait, qu'il faut anticiper. On parlait tout à l'heure de 60 000 rebonds avec des faillites, hein, je fais pas de parallèle, mais vaut mieux anticiper pour éviter que ça arrive. Parce que, effectivement, c'est tout un travail en amont et c'est pour ça qu'aussi, le sexothérapeute est important en amont, pendant la relation, comme le coach voit, pour créer cette espèce de fusion. On n'attend pas d'être au fond du seau pour consulter. Hein, c'est ça. C'est-à-dire que si déjà vous vous sentez faible et puis avec une mauvaise communication dans le couple, eh bien, allez voir des personnes qui peuvent vous conseiller pour savoir les choses qu'il ne faut pas faire. Parce que l'émotion, c'est très bien l'émotion, mais si on parle sur le coup de l'émotion, on n'est plus opérationnel dans la communication. Voilà, effectivement, il y a, en tant que thérapeute, on vous apprend à gérer vos émotions, on vous donne des techniques pratico-pratiques à utiliser au quotidien qui vous permettent de devenir véritablement autonome. Ça, c'est important. Soyez vous-même, mais soyez fort aussi dans ces moments-là. Et surtout, comme tu le disais aussi, important, la famille est très importante vous n'êtes aussi pas seul. D'être entouré. Et ça, c'est capital. Nous sommes des êtres
sociable. On a besoin de... Qu'est-ce qu'on peut dire sur le rapport homme-femme? Alors, on dit les hommes fonctionnent pas de la même manière que les femmes. Alors, comment on doit aborder ça dans un couple, dans la communication dans un couple? Alors, je dirais que les couples communiquent, mais souvent on communique mal. Il y a une mauvaise qualité en fait dans la communication, et c'est là le problème. Parce qu'on communique de plein de façons. Il n'y a pas que le verbal, on connaît la communication non verbale. Il y a plein de façons de communiquer, mais on communique souvent très mal. Donc, on va déjà prendre conscience de ses propres besoins. Ça, c'est important, parce que quand on communique avec l'autre, c'est pour lui exprimer quelque chose. On part de soi. On veut lui parler de quelque chose de soi, en lien avec soi. Donc, c'est important de prendre conscience de ce qui se passe déjà en soi. Ensuite, il y a des techniques, il y a des méthodes très simples, comme la communication non violente, qui permet d'apprendre de façon très simple et sans jugement de l'autre, sans attaquer l'autre, mais en parlant de soi, de ce que l'on ressent, de ce que l'on a compris de ce qui se jouait et de ce que l'on souhaite, de ce vers quoi on souhaite aller. Donc il y a une co-création, on n'est plus en lutte l'un contre l'autre, mais voilà, on revient dans une entité de co-création, et là voilà, on remet de l'harmonie, on remet certaine sérénité et de la joie. Rien n'est jamais perdu. Il y a souvent beaucoup d'espoir, mais il y a parfois des couples qui se rabibochent pas. Et puis d'ailleurs, le couple est constamment en transformation. Quand les couples vous demandent, c'est plus comme avant, on aimerait être comme avant, se retrouver comme avant, comme dans les débuts. Non, on peut pas. Vous êtes vous-même en individuel d'autres personnes à chaque instant. Donc le couple aussi, c'est une troisième entité qui évolue aussi. Donc on peut pas vivre avec la nostalgie de retrouver un couple ancien, c'est pas possible, et puis c'est pas naturel en réalité. Donc on reconstruit un nouveau couple en réalité. On part sur de nouvelles bases. C'est le désir, en fait, faut être désiré, c'est le désir permanent de l'un vers l'autre, c'est-à-dire que se faire désirer aussi, c'est important ça. Ah oui, c'est important, évidemment, c'est important pour soi, c'est important pour l'autre, c'est important pour le couple. Le désir, c'est un moteur important du couple, c'est le feu, c'est l'énergie qui vient faire vivre le couple. D'ailleurs, on parle pas que dans le désir que de désir sexuel. Le désir, c'est avant tout une pulsion de vie, une énergie qui nous permet de nous lever le matin avec entrain, avec désir de vivre, de créer, de co-créer, d'aimer, c'est cet élan de vie. Et c'est important de conserver cet élan de vie dans le couple, et pour ça c'est bien d'avoir chacun son espace aussi, pouvoir se retrouver, se séparer entre guillemets un temps pour mieux se retrouver, avoir ses activités propres, ramener une énergie de l'extérieur à l'intérieur du couple, c'est très important, parce qu'à un moment donné, sinon c'est comme dans un bocal, on manque d'oxygène, on s'étouffe quoi. Et il y a une chose qui tue le couple, c'est la routine, évidemment. Ça, faut faire de l'anti-routine. Comment ça se passe? Alors, qu'est-ce qu'on doit provoquer? Quel est le jeu qui doit être mis en place pour faire en sorte que la vie soit pétillante du matin au soir, et faire en sorte que les gens se disent, tiens, demain on va vivre une nouvelle aventure? Eh bien, c'est en lien avec le désir, ce dont on vient de parler en fait, et ça commence dès le matin au réveil. Nous les femmes, c'est vrai qu'on a, comme vous, les hommes, mais on a besoin de toutes ces petites attentions, de ces gestes, de toutes les attentions qui peuvent être très agréables et qui vont susciter notre désir sexuel. Ensuite, vous voyez. Donc donc c'est entretenir en fait ce désir, se surprendre, essayer en tout cas du mieux que l'on peut d'offrir le meilleur de soi. C'est pour ça que c'est important d'avoir des temps pour soi, où on va se retrouver soi, on va reprendre un peu d'oxygène pour pouvoir amener un oxygène frais, une énergie fraîche au sein de l'entité du couple. Il faut se lâcher un peu la grappe de temps en temps. Oui, c'est important, c'est important, c'est très important. Il ne suffit pas de le dire, il faut le faire, et surtout s'appliquer à se projeter aussi sur des choses ensemble, sur des projets pour avancer, parce que c'est pas seulement la famille, c'est pas seulement le boulot, c'est aussi qu'est-ce qu'on fait tous les deux. Bien sûr, oui, il y a l'intimité du couple,
évidemment, et ça a été un sujet assez épineux pendant les confinements. C'est ça. Mais effectivement, on a quand même toujours une possibilité de s'échapper un petit peu à travers un footing, une petite sortie sportive, si on peut voir, si on a des collègues de travail, des amis au boulot. Il faut essayer de conserver, malgré cette période que l'on vit là, qui est assez difficile, de conserver des moments pour soi. C'est fondamental, c'est essentiel. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme forme de tue-l'amour, par exemple? La jalousie? Oui, la jalousie, le langage, les attitudes au quotidien, la façon de se comporter avec soi, avec l'autre. Des chaussettes sont pas rangées, des trucs comme ça. Oui, les reproches, effectivement. On en connaît tous. Hein, c'est ça. En fait, ce qui va être un tue-l'amour pour toi peut ne pas l'être ou peu pour moi, en fait. Ça, c'est propre à chacun aussi. C'est d'où l'importance de se parler vrai, en fait. En vrai. En vrai, chez vous. Merci, Carole, d'avoir justement reparlé de tout ça. Alors, évidemment, si vous voulez bien vous entendre, communiquez au mieux, le mieux possible. Là, donc, merci beaucoup, Carole, d'être venue sur le plateau. Merci. Florence.